Bonjour, dans cette vidéo, je corrige les exercices 2, 3 et 4 du TD numéro 11 portant sur les fonctions d'une variable réelle à valeur réelle. Donc, je commence par démontrer que la composée d'une fonction croissante par une fonction décroissante est une fonction décroissante. Alors, pour cela, évidemment, nous allons nous appuyer sur la définition d'une fonction croissante et décroissante et faire simplement un raisonnement direct. Pour débuter, un petit rappel sur la définition. Si je considère une fonction f qui va d'un intervalle i de r dans R, alors la fonction sera dite croissante si, quels que soient les éléments x, y que je vais prendre dans cet intervalle i, x inférieur ou égal à y va impliquer f de x inférieur ou égal à f de y. C'est-à-dire que f va conserver le sens des images. Alors, de même, si la fonction va être dite décroissante, si elle va inverser le sens des images, si x est plus petit que y, alors f de x sera supérieur ou égal à f de y. Alors peut-être un petit schéma pour comprendre cela. Alors ici, je trace, voyez, une fonction croissante. Visuellement, on voit qu'elle monte, donc ça pourrait ici être la fonction qui à x associe x carré sur la partie positive, donc sur R+. Et si je prends une valeur a plus petite qu'une autre valeur b, alors je constate que l'image f de a reste plus petite que f de b. Donc on a bien le sens des images qui est conservé. De même, si je trace une fonction décroissante, donc ici c'est la même fonction que j'ai tracée mais sur R- cette fois-ci, donc on voit que la courbe descend, elle est décroissante, et donc cette fois-ci, si je prends une valeur A inférieure ou égale à une valeur B, alors vous voyez que le sens des images va changer puisqu'on va avoir cette fois-ci f de A qui va être supérieur ou égal à f de b. On va donc s'appuyer sur cette définition-là pour prouver la propriété disant que la composée d'une fonction croissante par une fonction décroissante est une fonction décroissante. Alors la première chose à faire, c'est de nommer ces fonctions-là, sans quoi c'est difficile de rédiger. Je vais donc nommer f ma fonction croissante, g ma fonction décroissante, et je vais tenter de prouver que si x est inférieur ou égal à y, alors la composée f rond g ou bien g rond f d'ailleurs va être décroissante, c'est-à-dire qu'elle va inverser le sens des images. Donc je prends deux éléments de i quelconque, donc on va avoir x inférieur ou égal à y, qui va impliquer que f de x est inférieur ou égal à f de y, tout simplement par croissance de la fonction f. Je vais donc maintenant composer par g, et donc cette fois-ci, g étant décroissante, elle va inverser le sens de mes images. Donc vous voyez, ici ce qui pourrait jouer le rôle de a, c'est ce f de x, le rôle de mon b, c'est ce f de y, et donc si a est plus petit que b, g étant décroissante, j'aurai g de a qui est supérieur ou égal à g de b. Voilà. Et donc là, l'argument, c'est la décroissance de g. Et donc, on vient de montrer que g rond f de x est supérieur ou égal à g rond f de y. Et donc, ceci prouve effectivement que la fonction composée g rond f est décroissante. Alors, pour montrer que f rond g est aussi décroissante, on utiliserait exactement le même raisonnement. Et donc, c'est complètement inutile de refaire deux fois la même chose. On a montré qu'on a compris la démonstration, et donc on va simplement dire que de même, on prouve que f rond g est décroissante, et c'est largement suffisant. Et donc, ceci répond à l'exercice numéro 1. Ici encore, pour prouver la propriété de l'exercice 3, nous allons nous appuyer sur la définition d'une fonction paire et d'une fonction impaire et faire un raisonnement direct. Alors, je commence bien sûr par rappeler la définition d'une fonction paire et impaire, et j'ai besoin aussi pour cela de rappeler la définition d'un intervalle symétrique par rapport à 0.
Comme son nom l'indique, un intervalle symétrique par rapport à 0 eh bien, présente tout simplement une symétrie par rapport à la valeur 0, par exemple R. On pourrait prendre n comme exemple. Alors l'intervalle moins de 2 fermé bien sûr est symétrique par rapport à 0. Alors si je traçais un axe, ça serait très visuel comme résultat. Vous voyez, j'ai 0 qui serait donc le centre de symétrie, la valeur moins 2 et 2. Et donc vous voyez bien qu'il y a une symétrie visuelle de cet intervalle-là. J'aurais pu prendre aussi bien sûr l'intervalle moins de 2 ouvert. Alors attention, l'intervalle moins 2 fermé 2 ouvert n'est pas symétrique puisque la valeur moins 2 n'a pas de symétrique par rapport à 0. Donc celui-ci ne conviendrait pas, par exemple. R privé de moins 1, 1, lui pourrait convenir. Par contre, R privé de 1 ne conviendrait pas puisqu'il ne présente pas de symétrie. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir définir une fonction paire ou impaire, bien sûr. Je considère pour cela une fonction définie de i dans R avec i, je vous le rappelle, symétrique par rapport à 0. Et donc on va dire que la fonction f est paire à condition que pour tout x appartenant à i, f de moins x est égal à f de x, ou alors elle va être dite impaire si pour tout x appartenant à i, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, d'un point de vue graphique, une fonction paire va présenter une symétrie, vous voyez, par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Tandis qu'une fonction impaire, comme c'est le cas sur la seconde figure, elle va présenter cette fois-ci une symétrie de centre à l'origine du repère. Alors, tous ces rappels étant faits, on va pouvoir passer à la démonstration en elle-même. Une fois encore, pour aider à la rédaction, il faut absolument poser des notations. Donc ici, je nomme i un intervalle de R, donc symétrique par rapport à 0, et je vais appeler f ma fonction paire et g ma fonction impaire. Et donc, on va poser h la fonction produit, f fois g, et donc l'objectif de l'exercice, donc, c'est de montrer que h est impair. Bien, alors h, tout d'abord, est bien défini sur i, un intervalle symétrique par rapport à 0, donc il me reste à prouver que h de moins x est égal à moins h de x. Donc on va procéder tout simplement au calcul de h de moins x, donc qui correspond finalement à fg de moins x, qui correspond donc au produit de la fonction f de moins x fois g de moins x, et maintenant bien sûr je vais m'appuyer sur les propriétés de f et g. F étant paire, f de moins x est égal à f de x, et g étant impair, là je vais obtenir moins g de x pour la valeur de g de moins x. Et donc finalement je vais obtenir moins fg de x, à savoir moins h de x. Et donc ceci prouve bien entendu le résultat. Pour cet exercice, je vais garder les mêmes notations que l'exercice précédent. Je considère donc i un intervalle de R symétrique par rapport à 0, f une fonction paire, g une fonction impaire. Alors l'objectif est de démontrer que la dérivée de f est impaire, tandis que la dérivée de g, elle, est paire. Alors je vais simplement partir de la traduction de ces deux informations-là. Donc dire que f est paire, c'est dire que pour tout x appartenant à i, j'ai f de moins x qui est égal à f de x, et ici on va avoir donc g de moins x qui est égal à moins g de x. Et maintenant, puisque je m'intéresse à leur dérivée, je vais tout bêtement aller dériver ces deux égalités-là. Alors, je me permets un petit rappel juste avant. Je rappelle la définition de la dérivée d'une composée. Si je veux dériver u de v de x, alors je vais d'abord dériver l'intérieur de u, c'est-à-dire v' de x, ensuite que je vais multiplier par u' appliqué en v de x. Donc je garde bien en tête cette propriété-là au moment de dériver notre égalité.
Donc pour dériver f de moins x, hein, c'est la composée de f avec la fonction qui a x associe moins x. Donc je vais commencer par dériver, attention, l'intérieur de f, qui va donc me renvoyer la valeur moins 1, la dérivée de moins x étant moins 1. Et ensuite, je vais obtenir la dérivée de f', donc toujours en moins x. Donc la dérivée de f de x me donne évidemment f' de x. Alors, de l'autre côté, j'ai la même chose, c'est-à-dire que lorsque je vais dériver g de moins x, je vais avoir moins g' de moins x, qui va être égal donc à moins g' de x. Alors, à gauche, ça va nous donner comme égalité, en remanipulant le moins, en le faisant passer de l'autre côté, que finalement f' de moins x est égal à moins f' de x. Et là, on reconnaît que f' est impair. Et là, on va simplifier, donc multiplier à gauche et à droite par moins 1, par exemple, pour obtenir que g' de moins x est égal à g' de x. Et donc, ceci prouve évidemment que f' est impair et que g est quant à elle pair. Ceci répond donc à l'exercice numéro 4.